Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo récapitulative du défi cinématographique 30 jours 30 films que je fais en juin, inspiré par Amy de la chaîne Galatées Tears, que je vous mets en barre d'infos bien évidemment. J'ai décidé de vous faire 3 vidéos, 10 films, 10 films, 10 films, comme ça reste pas trop long et ça fait pas non plus trop de vidéos. Je vous prie déjà de m'excuser parce que autant parler des livres ça va, même si très souvent je trouve aussi que je sais pas très bien parler des livres et je sais plus trop quoi dire au bout d'un moment. Autant parler des films c'est vraiment difficile, donc si vous êtes un grand cinéphile ou une grande cinéphile et si vous adorez parler des films et vous allez peut-être un peu être crispé à l'écoute de cette vidéo parce que vous allez voir que mon vocabulaire et ma manière d'exprimer mes ressentis sont assez limités lorsqu'il s'agit de films. Le premier film que j'ai regardé, c'est un film qui s'appelle To the Bone, c'est un film américain il me semble. Et c'était peut-être pas le meilleur des commencements pour ce défi cinématographique. To the Bone, c'est un film qui va traiter de l'anorexie d'une jeune fille qui se retrouve placée dans un centre un petit peu spécial où cohabitent plusieurs personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ce qui a été intéressant dans ce film, c'est premièrement le sujet. Je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, même si je dois avouer que maintenant ça m'intéresse quand même beaucoup moins que ça a pu le faire par le passé. Ce qui était également intéressant, c'était la présence d'un personnage masculin qui souffrait également d'anorexie, ce qui est quand même peu commun dans les représentations, aussi bien en littérature qu'au cinéma qu'on a de cette maladie, même si bien sûr il faut savoir que l'écrasante majorité des personnes qui souffrent en fait d'anorexie sont effectivement des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix invisibiliser les personnes masculines qui en souffrent. Il y avait des passages assez intéressants, surtout vers la fin, on va dire, où si je devais le comparer à la littérature, il y avait des moments qui ressemblaient un peu à du... comment on appelle ça, du magical realism, donc il y avait un petit côté un petit peu magique et fantastique à la fin du film. Les acteurs n'étaient pas mauvais, mais j'ai trouvé que le film laissait une impression de bâclé, de superficiel. On n'avait pas réellement le temps de s'attacher réellement aux personnages. Il y avait beaucoup de lignes sous-jacentes, d'intrigues et de plots qui en fait n'étaient pas assez élaborés ou détaillés ou abordés. Il y avait une impression un petit peu de fouillis en fait sur ce film et je me suis dit ah mais mince, peut-être que c'est parce qu'il ne faisait qu'1h40 il me semble, et j'ai attribué en fait au début le fait d'avoir cette impression là à la longueur du film. Sauf que le jour suivant j'ai regardé Rafiki, qui est un film kényan qui fait 1h20 et ça m'a donné une toute autre impression. Dans ce film là les personnages étaient, je trouve, extrêmement bien construits, on avait tout de suite accès à leur réalité en tant qu'individus. On avait l'impression de les connaître, on avait l'impression de voir une vraie évolution, d'à peu près percevoir quelle pouvait être leur personnalité, ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier film. Alors après, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si c'était peut-être pas un choix également? Je ne pense pas. Je ne pense pas, pour être honnête, parce que ça aurait pu être un choix si ça s'était limité aux personnages qui souffraient de troubles du comportement alimentaire. Ça aurait pu être une manière de montrer qu'en fait ces troubles-là empiétaient tellement et dévoraient tellement leur personne qu'il en devenait presque impossible de vraiment les connaître, de savoir ce qu'ils pensaient vraiment, d'avoir accès à leurs expressions, de leur mal-être, de leurs sentiments, de leur individualité, de leurs intérêts, etc. Dans ce cas-là, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, je trouve que ça se ressentait également au niveau de tous les autres personnages qui gravitaient autour. Et il y avait beaucoup de personnages. Il y avait la mère lesbienne avec sa nouvelle copine, il y avait le père absent qu'on n'a jamais vu, il y avait la sœur, il y avait la belle-mère, il y avait le psy qui était un peu... personnage de psy un petit peu décevant, je dirais. Enfin bon, bref. Donc... voilà, un avis très mitigé sur To the Bone, qui n'était pas un mauvais film, mais qui franchement n'était pas un bon film non plus. Par contre, du coup, Rafiki, très bon film, que je suggère, que je recommande vivement.
Je voulais le voir depuis très longtemps, j'avais pas pu aller le voir à sa sortie en salle malheureusement et il était impossible à trouver. Donc j'ai finalement trouvé sur YouTube, j'ai dû payer 5 € il me semble pour le regarder mais je regrette absolument pas parce que c'était un film très beau. Déjà j'ai trouvé qu'il était très bien filmé, il y avait tout le temps des jeux sur la transparence. C'est l'histoire de deux jeunes Kenyanes qui sont soit bi soit lesbiennes et qui en tout cas se rencontrent, s'aiment, vivent une histoire d'amour et la communauté qui les entoure ne l'accepte pas du tout. Donc c'est vraiment un film qui parle d'amour et d'homophobie, il est extrêmement bien traité et il y avait donc comme je le disais tous ces jeux, en fait c'était très bien filmé dans le sens où les couleurs étaient toujours très unies, enfin pas unies mais il y avait une sorte de cohérence dans la manière dont les couleurs étaient représentées dans le film, ce qui donnait vraiment cette sensation à la fois de douceur, la scène. Il y a une scène plus dure qui se passe de nuit, donc également ce côté sombre qui vient renforcer cela. Il y avait des jeux de transparence lorsque les deux femmes sont ensemble, les deux jeunes femmes plutôt sont ensemble. À un moment donné, elles sont sur un toit avec des draps qui les entourent, donc c'est à la fois une frontière et un rempart contre le monde, mais à la fois c'est très faible. Il y avait d'autres moments où elles étaient dans un tuk-tuk, donc c'est fermé, mais pas vraiment. Un autre moment où elles sont dans un van abandonné, où il y a des vitres partout. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient très bien faites dans ce film. Il y a une réelle poésie dans ce film. Il est très bien filmé, les actrices et les acteurs jouent très très bien, ce sont des personnages qui sont très complexes. On n'a pas que des clichés sur... par exemple, le père de l'une des deux n'apparaît pas comme homophobe, tandis que la mère, oui, par exemple. Les deux autres dans l'autre famille, c'est l'inverse. Les personnages sont de vrais personnages, ce ne sont pas des personnages qui n'ont qu'une facette ou qui sont extrêmement stéréotypés et dans l'extrême. Les musiques sont très belles également. Bref, j'ai adoré ce film et vraiment mention spéciale, là ça va plus, hein. Mention spéciale pour les deux actrices qui étaient juste parfaites, vraiment incroyables, j'ai adoré. Ensuite, j'ai regardé un documentaire qui était en 2 parties, donc ça m'a pris 2 jours, qui est sur Arte, c'était un documentaire sur Tiananmen. Donc la première partie c'était le peuple contre le parti, puis c'était le parti contre le peuple. Donc c'est le deuxième documentaire je crois que je regarde sur Tiananmen parce que c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse énormément. Je recommande ce documentaire à tout prix, c'était l'anniversaire de Tiananmen récemment. C'est un événement dont on parle peu, c'est un événement dont on ne parle absolument pas en Chine. Alors que des personnes ont perdu la vie, alors que des étudiants ont perdu la vie, alors qu'il y a eu une mobilisation incroyable. Vraiment, je sais pas, enfin, je sais pas s'il y a quelque chose de plus triste et de plus courageux que de voir quelqu'un mourir pour sa liberté, que de voir des jeunes, des étudiants mourir pour leur liberté, alors qu'il y a toute la vie encore qui s'offre à eux. Et en même temps, ça fait écho à une discussion que j'avais récemment avec des collègues qui me disaient qu'en fait, toutes ces luttes pour être qui on voulait, pour avoir plus de droits en tant que femme, en tant que personne queer, en tant que personne racisée, etc. Oui, c'était important, mais qu'en même temps, c'était aussi le privilège de pays où on avait déjà à manger. Et je me souviens leur avoir dit, mais en fait, à quoi sert d'avoir à manger si on n'est pas libre ? Alors bien sûr, j'ai conscience que je dis ça maintenant parce que j'ai à manger, que peut-être j'aurais une autre vision des choses si j'étais dans une situation beaucoup plus précaire, pardon, dans un pays beaucoup plus pauvre. Mais j'ai quand même des doutes. En fait, si vous voulez, je me rends de plus en plus... Enfin, the older I get, plus je vieillis, plus je me rends compte que la liberté, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et ce documentaire m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, donc si vous n'y connaissez absolument rien, je vous conseille fortement de vous renseigner sur Tiananmen et je vous conseille également ces 2 documentaires qui sont, je crois, enfin ce documentaire en 2 parties qui est toujours disponible sur Arte. J'ai ensuite regardé un film qui s'intitulait The Danish Girl, qui est un film super connu, il me semble quand même, que j'avais déjà vu en fait, donc c'était pas l'objectif de regarder des films que j'avais déjà vus lors de ce défi, mais en fait j'étais avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vu et j'ai pensé que ce serait intéressant qu'il puisse le voir. The Danish Girl, c'est un film que j'aime vraiment passionnément, c'est l'un de mes films peut-être préférés, je trouve que tout est beau dans ce film, les couleurs, les costumes, la manière dont c'est filmé, les scènes, les appartements sont beaux, les scènes de rue sont belles, les scènes un peu plus naturelles et bucoliques sont belles également. Tout est beau dans ce film, je trouve. Les acteurs jouent très très bien, je trouve qu'ils sont très justes dans leur interprétation. The Danish Girl, c'est l'histoire de la première femme trans à avoir
reçu une opération de réassignement au niveau des parties génitales. C'est juste extrêmement touchant en termes d'histoire humaine en fait, tout simplement d'avoir quelqu'un qui se révèle ainsi, quelqu'un qui apprend à s'aimer, à s'écouter, à s'assumer, de voir le soutien que cette personne a pu recevoir, de voir également les difficultés en fait bien sûr que cette personne a dû affronter. Tout ça servi en fait je trouve avec des moyens humains, des moyens artistiques, cinématographiques qui étaient juste parfait en fait il me semble pour rendre compte de cette histoire là. Je sais que beaucoup de personnes, enfin pas beaucoup, faut arrêter avec toujours beaucoup alors que non, je sais que certaines personnes ont critiqué le fait qu'en fait l'acteur n'était pas une actrice trans. Personnellement je l'explique dans le sens où c'est quand même l'histoire d'une transition. Dans la plupart des scènes l'acteur est un acteur qui a une identité de genre, en tout cas une expression de genre plutôt qui est masculine. Donc je suis pas sûre qu'une actrice trans aurait réellement pu jouer un homme au début, se jouer homme au début et jouer une transition. Il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement peut-être douloureux et traumatisant. En tout cas, personnellement, de tous les témoignages que j'ai pu entendre ou lire ou voir de femmes ou d'hommes d'ailleurs trans, ils n'aiment pas donner leur dead name, il et elle. Il et elle n'aiment pas forcément montrer des photos ou des vidéos d'eux avant transition, ce qui est totalement compréhensible. Donc j'imagine la vulnérabilité que cela devrait représenter en fait de jouer ce film. Et c'est en cela que je pense être un petit peu excessif en fait d'accuser ce film et de reprocher à ce film en fait d'avoir casté un acteur homme. Il me semble, ce n'est que mon avis, surtout que ce film porte quand même un message qui est extrêmement fort, extrêmement beau, extrêmement respectueux et juste. Donc pour moi c'est quand même un procès un petit peu abusif et malvenu. Ensuite j'ai regardé un film que j'ai adoré. Donc là on en est à... Oh j'ai oublié un film. J'ai oublié un film. Alors, en fait non, le deuxième film que j'ai regardé c'était pas Rafiki il me semble. Le deuxième film que j'ai regardé c'était Us and Them qui est un film chinois. J'ai adoré ce film. Comment j'ai pu oublier de vous en parler? J'ai adoré ce film. Il m'a fait pleurer, il était beau, il était poétique, il était intéressant. C'est l'histoire en fait d'un couple, d'un jeune couple de provinciaux chinois qui viennent s'installer à Pékin dans l'espoir de réussir leur vie, qui tombent amoureux après moult et moult péripéties ensemble et malheureusement la vie les sépare. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est un film en fait qui est tout en délicatesse et tout en poésie et qui parle tout simplement du temps et de la vie, qui défont parfois des histoires qui pourtant sont pleines d'amour et où pourtant les gens voudraient tellement rester ensemble et où tout semble indiquer que ce sont presque des personnes faites l'une pour l'autre si on croit en ce genre de choses, et pourtant le temps et la vie arrivent à défaire cela. Donc c'est vraiment un film qui s'attache à parler du temps qui passe, des regrets, des remords, des éléments dont on doit faire le deuil chacun dans une vie. Je l'ai trouvé juste parfait comme film. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Pareil, il était très bien filmé. J'ai trouvé qu'il était bien filmé. Il y avait des scènes qui étaient vraiment jolies, des arrêts sur image carrément que j'aurais eu envie de faire, avec des scènes où il y a des cerfs-volants dans le ciel, où il y a des feux d'artifice, où il y a de la neige. C'était très beau, la manière dont c'était filmé également, les scènes d'intérieur avec les appartements tout petits, c'était extrêmement... Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, il y avait des parties en noir et blanc, c'était un très beau film. J'ai trouvé que c'était un beau film. Maintenant, il m'a quand même beaucoup fait pleurer et j'y ai pas trop voulu y repenser par la suite parce qu'il y a aussi des histoires à côté, notamment l'histoire du père du jeune homme qui est quand même assez émouvante. Mais je trouve que si vous n'avez par exemple jamais regardé de film chinois, c'est vraiment une bonne introduction à des films asiatiques et à des films chinois en l'occurrence. Donc voilà, je recommande absolument ce film. Et donc j'avais envie de vous dire, après tout ça, j'ai aussi regardé un autre film que j'ai beaucoup aimé, un film espagnol qui s'appelle Elisa y Marcela. Donc Elisa et Marcela, c'est
inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Dans une Espagne qui est très croyante, très conservatrice, au XXe siècle il me semble, en 1901 elles se marient je crois. Et oui, elles se marient, c'est-à-dire que l'une d'entre elles décide de se faire passer pour un homme, elles arrivent à tromper un prêtre et elles se marient. Sauf que la tromperie ne dure pas très longtemps, ensuite elles sont démasquées, elles sont envoyées en prison et bref, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un film en noir et blanc, j'ai adoré les deux actrices, j'ai trouvé que c'était un film vraiment artistiquement parlant intéressant, avec l'utilisation du noir et blanc, avec certains moments où il y avait, je pense, de vraies images d'époque, ou en tout cas un rendu très travaillé qui donnait l'impression qu'on était sur des images d'époque. C'était aussi... Je sais pas, il y avait une manière de filmer qui, sans donner l'impression qu'on voulait faire un film en noir et blanc datant de cette époque où les films étaient en noir et blanc, il y avait des moments où on sentait quand même certaines références, je trouve, à des films plus anciens. Donc ça, c'était très beau. La réalisatrice, c'était une réalisatrice, donc c'était une femme, et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une délicatesse qui se ressentait à ce niveau-là, très honnêtement. Le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie, pour moi, c'est toujours un plus. J'adore les films qui sont inspirés d'histoires vraies, je trouve ça toujours incroyable, et effectivement, cette histoire-là est réellement, mais réellement incroyable. C'est une histoire vraiment forte, avec des déchirements, avec de gros sacrifices, d'énormes sacrifices. C'est une histoire d'amour avant tout. Et je le recommande vraiment également absolument. J'ai trouvé qu'il était très bien. Apparemment il y aurait eu quelques critiques sur la représentation qui était faite des lesbiennes, mais alors là pour le coup je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est pas du tout réifiant, c'est pas du tout comme par exemple La vie d'Adèle où il y a des lesbiennes filmées par un homme pour faire plaisir à des hommes. C'est pas du tout voyeur dans le sens où il y a de la sexualité partout, et c'est pas non plus en mode oh c'est deux lesbiennes donc on va faire que le seul truc qu'elles font c'est qu'elles se touchent la main et limite on pense que c'est des amis. C'est pas du tout comme ça. Elles parlent, elles sont actives, elles ont vraiment un contrôle sur leur vie. C'est des personnages et des femmes fortes. Donc vraiment pour moi c'est un très beau film, et c'est je trouve que c'est rare en fait de trouver des films des films queer qui sont beaux, qui sont artistiquement parlant réussis. Et pour le coup, Rafiki et Elisa et Marcella, c'est vraiment deux films réussis à ce niveau-là. Ensuite, je vais finir avec The Room et Freedom Writers. Donc The Room, c'est un film que j'avais envie de voir depuis sa sortie, sauf que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été kidnappée et qui a dû survivre pendant 7 ans dans une cabane de jardin, tout simplement séquestrée par son kidnappeur qui la viole, qui la malmène. Avec de ces viols naît un fils, et aux 5 ans de ce fils, elle décide de tenter de s'échapper. Voilà. Et cette histoire qui est quand même assez douloureuse, enfin pas assez douloureuse, qui est horrible en fait, ça m'a un petit peu dissuadée pendant longtemps de regarder ce film, parce que je pense très souvent à ces réseaux de trafic humain, à ces kidnappings, à ces disparitions, à ces séquestrations. C'est quelque chose qui vraiment me terrifie et dépasse l'entendement. Il y a des tas de choses horribles dans le monde, il y a des tas de crimes qui sont juste monstrueux en fait, mais ça pour moi, il y a quelque chose là-dedans que je n'arrive pas. Si vous voulez, c'est la même sensation un peu que quand on se rapproche du vide, oui, du vide. C'est cette sensation vraiment d'un coup qu'il y a quelque chose de trop, que votre cerveau ne peut pas comprendre. C'est un vertige qui est totalement effrayant en fait. Est-ce que ça a aussi à voir avec le fait que je suis vraiment claustrophobe et que je sais pas, d'imaginer cette vie comme ça, confinée, sans espoir de sortir, sans... Enfin, je sais pas, c'est toujours des tas de questions qui se posent à ce... C'est quelque chose qui vraiment me... Je sais pas. Et donc j'ai vraiment repoussé le visionnage de ce film. Je suis heureuse de l'avoir visionné parce que c'est encore une fois un très beau film, très bons acteurs, très bien filmé, j'ai trouvé. Il était juste. Je pense que ça aurait été vraiment facile de tomber dans quelque chose de trop hollywoodien, de trop américain, de trop dramatique, ou alors de trop symbolique, artistique, qui aurait un petit peu détourné des réelles souffrances qui étaient quand même là, présentées dans ce film avec ce sujet. Oh, non, ils ont trouvé l'équilibre, il me semble parfait, pour transmettre cette histoire sans que ce soit indécent, je trouve. C'est un film quand même qui est assez dur, faut pas se mentir. Je le recommanderais quand même parce que, spoiler, la fin n'est pas négative, mais
Ouais, c'était quand même un film lourd, si vous voulez. Après, j'ai ressenti le besoin de regarder autre chose de plus calme, de plus gai, de plus léger, parce que voilà, c'est juste ce genre de choses auxquelles, quand on s'arrête pour y penser, en fait, si vous voulez, c'est c'est trop en fait, c'est trop, tout simplement. Et enfin hier, le 10e film, j'ai regardé Freedom Writers, qui est un film américain, qui date un peu il me semble. Toutes les infos, réalisateurs, réalisatrices, années, ce sera écrit parce qu'en fait j'ai une très mauvaise mémoire des noms et des dates, donc c'est pas possible. J'ai beaucoup aimé ce film en fait. Alors en général j'aime beaucoup les films qui parlent des relations élèves-enseignants. Lui je l'ai trouvé intéressant parce que... Je l'ai trouvé intéressant tout simplement parce qu'il parle des questions par exemple de race d'une manière qui est encore une fois très juste je trouve et qui se retrouve pas beaucoup dans les films français parce qu'en France parler de ces questions de race c'est quand même beaucoup plus complexe. On n'est pas encore à l'aise avec ces questions là alors qu'aux États-Unis ils en parlent quand même plus librement. Donc c'était quand même intéressant de retrouver ça. L'histoire était belle, c'était un film émouvant, c'était un film inspirant, c'était un film qui m'a encore plus donné envie d'être prof dans un sens. Je sais que certaines personnes ont trouvé que ce film, comme d'ailleurs les films par exemple... comment il s'appelle ce film? Entre les murs, ou le film Le Brio, ou d'autres films je présume, il y a des personnes qui répètent toujours en fait que voilà, le prof est blanc, c'est un peu le truc du white savior, et qu'il y a des stéréotypes et trop de clichés, etc. Moi en fait ce qui m'énerve c'est que la plupart des personnes qui tiennent ce genre de discours c'est des personnes qui sont pas profs, c'est des personnes qui sont pas CPE, c'est des personnes qui sont pas surveillants, directeurs, directrices, qui travaillent pas du tout dans l'éducation, qui travaillent pas dans l'éducation en banlieue ou dans des zones prioritaires, etc. Alors que moi c'est des choses que je connais. Et en fait ces films là, bien sûr qu'ils jouent sur certaines formes de clichés, mais en fait si vous voulez ils jouent sur certains personnages types comme on en retrouve dans la littérature, qui sont pas forcément des clichés stigmatisants, qui sont aussi des points de repère en fait pour ceux et celles qui regardent ces films. Et en plus ces personnages types correspondent quand même assez souvent à des réalités sur le terrain, il faut pas se mentir. Il y a beaucoup de thématiques abordées qui sont réelles et qui se retrouvent dans la vraie vie. Tous les profs ne sont pas blancs, non, mais il y a quand même énormément de profs qui sont blancs. Il y a énormément de jeunes profs blancs qui sont envoyés partout en France, partout dans le pays, n'importe où pour enseigner. Et ils sont rarement envoyés en fait dans des établissements avec beaucoup de moyens, avec de très bons élèves, avec un très bon niveau, avec beaucoup de matériel, etc. Parce que non, ces postes-là, ils sont réservés à ceux qui ont de l'expérience. Donc bien sûr que, si vous voulez, ces confrontations entre un milieu qui peut être difficile, parce que tous les établissements en banlieue ne sont pas difficiles, il ne faut pas tomber dans la caricature, mais avec certains établissements qui peuvent être très difficiles pour des tas de raisons, des raisons tout simplement socio-économiques, des raisons également d'intégration, de racisme, etc. Vous voyez, quand il y a ce milieu-là, puis il y a un prof tout jeune qui sort et qui est plein encore d'espoir, d'aspiration et d'idéaux, il y a une confrontation là qui est extrêmement douloureuse parfois, mais qui peut aussi être très fructueuse et très intéressante, et effectivement qui, je pense, représente là un élément, ou en tout cas une histoire qui attire, et je comprends qu'elle attire parce que c'est parfois très beau en fait, tout simplement, il me semble, et je trouve que la plupart de ces films reflètent quand même une réalité. C'est pas toutes les réalités, mais c'est une réalité, et c'est pour ça que ça m'énerve beaucoup quand des personnes viennent toujours crier en fait aux stéréotypes, au racisme, etc. dans ces films, alors que je pense que c'est vraiment pas l'intention, et que ces personnes-là ne connaissent pas autrement qu'en tant qu'élèves, parfois avec des souvenirs lointains, et bien sûr avec le biais de leur propre expérience, ce que c'est que d'être prof, et d'être prof face à certaines classes, je vais y arriver, et pour être prof, pour avoir travaillé dans différents milieux, je peux vous assurer que ça reflète une certaine réalité. Voilà. Donc, ça a été mes 10 premiers films. Comme vous le voyez, ça a été assez éclectique. Je suis plutôt satisfaite pour ma première semaine en termes de diversité. Je pense que je vais encore faire mieux cette semaine-là. Et la semaine 3.
N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce défi, ce que vous avez regardé cette semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu certains de ces films ou si vous avez désormais envie de regarder certains de ces films. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez, ou tous les jours, tous les soirs, parce que moi j'aime regarder des films le soir. Tous les soirs je partage le film que je regarde. Voilà, et je partage beaucoup d'autres choses sur Instagram, donc vraiment suivez-moi si vous avez envie. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Patreon avec 1 € par mois si vous aimez le contenu que je produis, aussi bien les podcasts que les vidéos de vlog, de féminisme, de véganisme, que mon blog, etc. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter si vous le voulez, ce sera en barre d'infos. Et n'hésitez pas à jeter une oreille à mon podcast littéraire qui sera également listé en barre d'infos. Voilà. Je vous retrouve dans une semaine environ pour vous parler des 10 prochains films que j'aurai vus, en espérant que ce soit aussi divers, moi encore plus diversifié. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.